Alors, nous allons passer à la présentation du premier métier. Et donc, je passe la parole à Monsieur Jacquemin. Alors, j'active votre micro et c'est à vous. Je vous en prie. Merci, bonjour. Les métiers de la GRH, gestion des ressources humaines, sont multiples et variés. On pourrait les regrouper en deux catégories, des fonctions au contenu plus relationnel et des fonctions avec un contenu plus administratif. Première catégorie, les métiers liés au recrutement, à la gestion de carrière, à l'évaluation des performances, à la politique de formation, à la communication. Deuxième catégorie, les métiers liés à la gestion administrative et salariale, gestion des différentes catégories de contrats, gestion de la paye et des avantages extralégaux, la prévention des risques et le bien-être au travail et la maintenance du règlement de travail. L'objectif de la formation est d'apporter les compétences nécessaires aux personnes chargées d'assister le chef d'entreprise ou le ou la DRH dans les plus grandes entreprises dans la gestion des questions relatives au personnel salarié de l'entreprise, que ce soit au sein d'un service du personnel ou dans un secrétariat social d'employeur. Le contenu est plus centré sur la gestion administrative et salariale, et à ce titre, la formation contient des modules consacrés au contrat de travail, au droit civil, à la gestion salariale et administrative du personnel, aux risques professionnels, maladies et accidents du travail, et à la maintenance du règlement de travail. Mais la formation ne néglige cependant pas des domaines pour lesquels un minimum de compétences est requis pour exercer effectivement ce métier. Ainsi, le programme prévoit-il entre autres un module sur les relations collectives, c'est-à-dire les relations avec les syndicats au sein des organes de concertation sociale, sur la communication, sur le recrutement, sur la politique de formation, le management et les techniques de négociation. La méthode la plus pratique possible. Les formateurs et formatrices possèdent tous et toutes l'expérience professionnelle du module qu'ils sont chargés d'enseigner et en outre, des séminaires sont prévus pour mettre en pratique le contenu des modules. L'organisation, la formation est répartie sur 2 années. Les participants doivent présenter un TFE, c'est-à-dire un travail de fin d'études, qui consiste en la rédaction d'un écrit, suivi d'une présentation devant un jury composé d'un formateur et d'une personne impliquée professionnellement dans la GRH. Un module spécifique est prévu pour la préparation du TFE. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai des questions, mais plutôt pour le métier d'employé administratif. Donc, avant de passer aux questions-réponses, je préfère qu'on présente d'abord le métier et puis je passerai les questions juste après. Donc, Virginie, si tu peux nous présenter le métier d'employé administratif, c'est à toi. Alors, une seconde, j'active ton micro. Ok, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Virginie, je suis moi-même employée administrative. Et donc, l'employé administratif doit de base avoir un attrait pour tout ce qui est job de bureau, gérer tout ce qui est documentation, information papier et information, comme vous le savez actuellement, on travaille beaucoup avec le numérique. Donc, on encode beaucoup d'informations dans l'ordinateur, dans des programmes divers et variés. Et donc, l'idée de l'employé administratif, c'est de croiser toutes ces informations qui sont à gauche et à droite pour aller les rechercher rapidement et facilement pour répondre facilement à ce qu'on va vous demander, que ce soit vos clients internes, donc c'est-à-dire votre patron, votre collègue d'autres départements, ou vos clients externes qui sont soit des vrais clients ou soit des fournisseurs, enfin peu importe, des gens qui ne sont pas dans l'entreprise. Donc, un employé administratif doit avoir ce feeling administratif pour traiter toutes ces informations. Et donc, cela demande beaucoup d'organisation. Donc, l'idée, c'est d'être assez organisé, assez précis dans la documentation que vous allez réaliser. Plus vous serez précis, plus vous aurez facile pour donner toute l'information qui vous est demandée. Donc, aujourd'hui, on fait face à des jobs extrêmement variés. Donc, comme l'expliquait M. Jacquemin, notamment dans les domaines du RH, on a de l'administratif partout, quel que soit le job que vous faites. Donc, aucun risque de s'embêter. On va toucher à beaucoup de choses dans le domaine administratif. Donc, on va vous demander aussi beaucoup de qualité, comme je l'ai déjà dit, de détails, de précision, et aimer avoir ce sens du service rendu. Donc, l'idée, c'est quand on vous demande quelque chose, n'importe qui,
ne pas rester bloqué face à un problème, mais essayer d'aller chercher des solutions, gratter un petit peu à gauche, à droite. Donc ça fait partie du job. Plus vous serez motivé dans votre job et plus ça va se ressentir par rapport au service que vous fournirez. Alors, je dirais qu'il y a 3 types d'entreprises dans lesquelles on peut travailler. Il y a les très, très grosses structures qui sont extrêmement structurées, extrêmement organisées. Donc là, il y a beaucoup de départements et chaque département sait exactement ce qu'il a à faire et comment il a à le faire. Donc là, vous recevez des formations en interne assez précises. Après, il y a des sociétés qui sont soit grandes ou moyennes, voire petites aussi, où là, chaque département sait ce qu'il a à faire, mais on vous laisse un petit peu la main sur la façon dont vous voulez organiser votre propre travail. Et ensuite, il y a les très petites entreprises où là, il n'y a pas assez de monde pour mettre une tête sur chaque responsabilité. Donc là, on va demander à l'employé d'être assez extrêmement ouvert, voire sur tout ce qu'il y a à faire. Donc, vous êtes engagé pour un travail, mais ça se peut très, très bien que vous ferez pas mal d'autres choses. Donc là, c'est super parce qu'on a la porte ouverte à la découverte de plein de choses par rapport à la gestion interne de l'entreprise. Alors, être employé administratif, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas non plus passer 8 heures assis sur sa chaise devant son bureau. Il y a beaucoup de travail aussi où il y a un aspect de terrain qui est fort lié. Par exemple, vous pourrez aller voir dans un magasin, donc je parle d'un entrepôt, aller voir des pièces, des vêtements si vous vendez des vêtements, préparer une caisse pour donner au coursier. Donc, par exemple, encore pas plus tard que ce matin, j'ai été dans le magasin préparer un envoi. Après, je retourne à mon bureau préparer tous les petits documents pour l'envoi par TNT, DHL, la poste, que sais-je. Et puis après, je dois aller mettre mes petits papiers sur ma caisse. Donc là, j'ai vraiment une vision complète de ce qui se passe et physiquement et l'importance de tous ces petits papiers que je crée à mon ordinateur. D'où encore une fois l'importance d'être assez précis dans le travail. Donc, je dirais en conclusion qu'employé administratif, ça demande d'être débrouillard, assez ouvert sur tout ce qu'on peut vous demander, solution-minded, comme on dit maintenant, donc essayer de trouver des solutions quand ce n'est pas prévu dans les procédures standards, de l'organisation, du détail et de la qualité. Voilà. Super, un grand merci Virginie. Alors, je reviens à toi tout de suite parce qu'on a déjà pas mal de questions sur le métier d'employé administratif. Donc, il y a une personne qui hésite entre deux. Donc, il y a le métier d'agent d'accueil qui l'intéresse beaucoup, car elle souhaite informer, diriger des personnes, mais elle voudrait savoir un peu la différence entre employé administratif et agent d'accueil. Si tu peux nous en dire un mot. Alors, je dirais agent d'accueil, je vais comparer ça pour être assez clair. Voilà, vous allez à Peridaisa, vous allez acheter un ticket au guichet, ben ça peut être un agent d'accueil. Donc, il y a toute l'administration qui concerne l'achat de billets. Il y a la personne que vous allez aller voir à la réception, voilà, j'ai perdu mon pull, j'ai perdu ci, ou donner des informations de base. Ça peut être une fonction d'agent d'accueil. Donc, c'est plus une relation de personne à personne. Il y a moins d'administratif, je pense. Tandis qu'employé administratif, ça, c'est vraiment la personne qui est assise à son bureau, que ce soit dans une banque, une société, n'importe quoi. C'est vraiment la gestion de toute la documentation, tous les documents qui sont nécessaires à la création d'une commande, à la préparation physique d'un article pour envoyer une commande. Donc, je pense à une connaissance qui travaille dans les assurances. Bon, elle reçoit plein de coups de fil. Un tel a eu un accident. Donc, il y a toute cette gestion administrative qu'elle encode. D'ailleurs, elle peut travailler de chez elle. Donc, ça, ce n'est pas agent d'accueil. Ça, c'est vraiment la gestion administrative. Agent d'accueil, c'est plus vous recevez quelqu'un et vous répondez en direct à sa demande. J'espère que j'ai répondu correctement à la question. Je pense que oui. Alors, une question pour Monsieur Jacquemin. Au niveau des cours ou peut-être pour Vincent Hervers, je ne sais pas très bien. Donc, vous verrez qui prend la question. Donc, est-ce qu'il y a des cours de langue dans la formation de conseiller en gestion du personnel? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les cours de langue ne sont pas prévus au programme de conseiller gestion du personnel. Par contre, oui, au niveau de employés administratifs, on a un petit nombre d'heures. Maintenant, évidemment, on va encourager les gens
apprendre via une plateforme eux-mêmes, parce que ce n'est pas avec 20 heures de cours qu'on peut effectivement arriver à être bilingue, et c'est vraiment pour certains postes, c'est essentiel. Donc, je pense qu'il y a plein de plateformes actuelles, dont Brulingua, qui sont vraiment bien faites pour pouvoir acquérir des compétences en langue. Alors, Vinciane, je reste avec toi par rapport à des questions sur les formations. Pourrais-tu préciser les temps de formation de ces deux formations? Ok. Donc, la durée et alors, tant que j'y suis, la durée et les cours. Donc, si ça se fait en journée ou en soirée. Ok. Alors, au niveau, je vais commencer par conseiller en gestion du personnel, puisque c'est par là qu'on a commencé. La formation a lieu en 2 années de formation. CESS à l'entrée. Attention, si vous n'avez pas le CESS, ce n'est pas grave. Il y a un examen d'entrée possible pour cette formation. Le stage n'est pas obligatoire, mais clairement, ben voilà, nous, on prône l'alternance, et c'est vraiment via l'alternance qu'on pense que la formation a du sens. Donc, l'alternance est vivement conseillée, même si le stage n'est pas en soi obligatoire pour obtenir le diplôme. Les cours ont lieu 2 soirs par semaine. Donc, j'ai vu une question passer par rapport à la journée. Non, malheureusement, il n'est pas possible d'effectuer cette formation en journée. C'est essentiellement une formation de cours du soir, donc 2 soirs par semaine, le lundi, le mercredi soir, de 18h à 21h30, et avec quelques vendredis soirs également. Au niveau de employés administratifs, tu veux que j'arrête ? Non, c'est très bien. Au niveau d'employés administratifs, alors c'est une formation qui a lieu en 1 an. Alors, c'est une formation très prenante, puisque c'est à environ 12 heures de cours par semaine. Donc, 3 jours, enfin 3 jours, non. 1 jour complet et un demi-jour. Essentiellement sur le vendredi et le samedi. Donc, vendredi après-midi et samedi toute la journée. Donc 12 heures par semaine. Certificat d'enseignement secondaire inférieur comme condition d'admission. Donc, si vous n'avez pas ce certificat secondaire inférieur, donc qui correspond à peu près à une 4e technique ou une 6e professionnelle ou une 4e générale, pas d'inquiétude. Il y a également un examen d'entrée aux conditions secondaires inférieures. La pratique en entreprise, attention, là, pour ce métier, la pratique en entreprise est obligatoire. Donc, vous allez là vraiment devoir vous inscrire dans un stage, un contrat en alternance. Et je pense que j'ai tout dit. Voilà. C'est parfait, Vinciane. Un tout grand merci. Et tu me permets de faire une super transition vers justement toutes les questions des stages qui sont nombreuses dans le chat. Donc là, je donne la parole à Soumaya Srifi, notre déléguée à la tutelle, qui pourra vous en dire beaucoup plus. Alors, Soumaya, je t'en prie, ouvre ton micro et puis c'est à toi. Alors, on ne t'entend pas encore. J'essaie de te retrouver dans la liste des participants. Voilà, je pense qu'on m'entend maintenant. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, donc pour les stages, certaines formations, le stage est obligatoire, et pour d'autres, le stage n'est pas obligatoire, mais en tout cas, il est vivement recommandé. Pour le stage donc en alternance, on est sur un horaire de 38 heures semaine, heures de cours comprises, à raison de 5 jours semaine. C'est un stage qui est rémunéré, donc il y a un barème qui est fixé pour la première année et un barème pour la 2e année quand la formation se donne en 2 ans. Alors le stage peut se faire évidemment sur Bruxelles ou en Wallonie. Il faut savoir que les délégués tutelles du SFPME sont compétents pour les patrons qui sont situés uniquement sur Bruxelles. C'est-à-dire qu'aussi un stagiaire souhaite effectuer son stage en Wallonie, par exemple, eh bien, il doit prendre contact avec un délégué tutelle de l'IFA-PME. Mais donc, c'est tout à fait possible de suivre les cours à l'EFP et d'effectuer son stage soit sur Bruxelles, soit en Wallonie. Je vois qu'il y a une question par rapport au territoire. Question aussi par rapport aux rémunérations. Oui, c'est ce que j'ai dit, hein, le stage est rémunéré. Hein, donc, il y a une allocation de stage en fonction… Tu peux préciser les montants ?
Alors, pour la première année, on est plus ou moins à 470 €. Et la deuxième, on tourne aux environs des 540, 550. Il y a une indexation tous les ans. Donc voilà, donc c'est bien un stage, en tout cas pour le stage en alternance, c'est bien un stage qui est tout à fait rémunéré, qui est rémunéré par le patron. Alors quand est-ce qu'on peut commencer ces stages aussi? Eh bien, dès que l'inscription est faite, il faut en principe aller rencontrer son délégé à tutelle. C'est un peu difficile pour l'instant, mais donc en tout cas prendre contact avec le délégé à tutelle, soit par mail, par téléphone. Les coordonnées sont sur le site internet. Et donc, pour pouvoir faire le suivi, hein, donc effectivement, nous, en tant que délégé à tutelle, on a des contacts hein, avec des patrons potentiels. Et on a des listes avec les coordonnées de patrons qui recherchent des stagiaires. Maintenant, rien n'empêche le stagiaire de faire ses propres démarches. Il faut savoir qu'il y a quand même des conditions hein, pour être patron formateur. Mais dans ce cas-là, j'invite le stagiaire vraiment à prendre contact avec le délégé à tutelle pour pouvoir faire tout le suivi après et pour pouvoir l'aider dans sa recherche de patron aussi. Merci Soumaya. Alors j'ai encore une question pour toi. Est-ce que les personnes conservent un statut d'étudiant et est-ce qu'elles peuvent faire des jobs étudiants? Alors, donc on n'a plus le statut d'étudiant, mais on a le statut de stagiaire. Maintenant, il est tout à fait possible d'effectuer encore un job d'étudiant, mais à certaines conditions. Voilà, donc c'est possible. Maintenant, il faut savoir que la formation, par exemple, d'emploi administratif, c'est une formation qui se donne sur 1 an. Donc, voilà, c'est quand même 38 heures semaine. Donc, il faut quand même, voilà, il y a le cours, il y a le stage, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est quand même difficile hein, de pouvoir effectuer et un stage, suivre les cours en cours du soir et en même temps effectuer un job d'étudiant. Voilà, c'est assez compliqué, j'ai envie de dire. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec Soumaya. Pour exemple, hein, et je pense que Virginie ne me contredira pas, par exemple, dans la formation d'employé administratif, vous avez un cours de dactylographie qui doit vous permettre évidemment d'utiliser vos 10 petits doigts pour taper à l'ordinateur. Et ce cours fait à peu près 16 heures, entre 16 et 20 heures. On ne peut pas vous apprendre à taper rapidement avec vos 10 doigts en 16 heures. Et donc, ça va, outre les heures de cours et peut-être le travail, votre stage, il vous faudra de l'entraînement chez vous et vous allez devoir effectivement vous entraîner aussi, que ce soit pour la pratique du néerlandais, que ce soit pour l'orthographe, par exemple. J'ai vu passer des questions par rapport à l'orthographe, par rapport à la dactylo, à différents programmes. Donc, je pense que ça, effectivement, ça demande quand même pas mal d'investissement de personnel également en dehors des cours et du stage. Très bien, merci Vinciane. Alors, dans le chat, on a énormément de questions relatives aux inscriptions, relatives aux examens d'admission, etc. Donc, l'idée n'est pas d'entrer dans les détails ici présentement durant ce workshop. Par contre, pour toutes ces questions, je vous renvoie vers notre super équipe de l'Info Accueil qui est hyper disponible et très, très réactive. Et donc, vous pouvez soit les contacter par mail, soit par téléphone. Alors, je vais vous mettre là maintenant, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir les différentes coordonnées. Mais donc, voilà, pour tout ce qui est inscription et dossier d'admission, pas d'inquiétude. Donc, vous pouvez les contacter par mail à info@efp.be ou par téléphone au 0800 85 210 et donc c'est bien un numéro gratuit, donc n'hésitez vraiment pas. Je vais reprendre encore 2-3 questions concernant plutôt la formation, les métiers ou les stages. Donc Soumaya, est-ce que tu pourrais nous préciser de manière un peu plus concrète comment se passe la recherche de stage? Alors, donc la recherche est une démarche, je dirais, personnelle hein, du stagiaire.
Maintenant, comme je disais tout à l'heure, nous avons des listes, nous avons des patrons potentiels qui prennent contact avec nous et dont on a les coordonnées. Donc ça, on peut évidemment remettre les listes aux stagiaires en fonction du métier choisi. Et donc là, le stagiaire doit prendre contact avec le patron. Et donc, généralement, il y a un entretien qui se fait. Et donc, si jamais c'est concluant, il y a des démarches à effectuer, évidemment. Donc, chaque délégat tutelle remet au stagiaire une demande pour pouvoir conclure une convention de stage. C'est un document qui est à compléter par le futur patron et par le stagiaire et à nous renvoyer pour que nous, alors, on puisse créer le contrat et expliquer évidemment toutes les modalités du stage. Mais le stagiaire peut aussi, de sa propre initiative, trouver une entreprise et revenir vers nous et refaire aussi compléter le document comme je l'ai dit. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a vraiment un délégat tutelle qui est là pour pouvoir aider le stagiaire. Bon, on ne fera pas les choses à leur place, évidemment, mais en tout cas, on est là pour les aider, les conseiller et leur donner tous les tuyaux. Donc, on ne fait pas de sélection. Donc, c'est vraiment à l'entreprise de faire son entretien, de faire la sélection. Mais voilà, on est un soutien, en tout cas, et aux entreprises et aux jeunes pour pouvoir leur permettre de trouver un lieu de stage. Merci beaucoup, Soumaya. Alors, j'ai une question pour Monsieur Jacquemin. Est-ce qu'on recommanderait la formation de conseiller en gestion du personnel pour quelqu'un qui dispose déjà d'un diplôme universitaire ou est-il préférable alors de se former à la gestion des ressources humaines à l'université? Attendez, on ne vous entend pas, excusez-moi, il faut que je réactive votre micro. Voilà. Il est activé. Chaque année, nous avons eu des universitaires qui suivaient cette formation, soit parce qu'ils avaient choisi une autre orientation à l'université, ils sentaient la nécessité d'avoir cette formation en GRH. Maintenant, les formations à l'université sont des formations beaucoup plus, je dirais, plus théoriques, qui est la vocation de l'université. Et donc, je veux dire, moi-même, j'ai été confronté à la question. J'avais une licence en droit, j'étais dans la RH et j'ai cherché alors une formation plus orientée RH que, je veux dire, légale ou réglementaire. Et j'ai choisi alors une licence spéciale à l'ICHEC. Voilà, je réponds à moitié à la question. Ça dépend ce que vous cherchez, quelle est la formation universitaire. Si vous avez un master en histoire, en exemple, que vous cherchez à avoir une formation assez pratique dans la RH, comme je l'ai expliqué, administration du personnel, administration salariale, cette formation vous conviendra tout à fait. Si maintenant vous avez déjà une licence spéciale, par exemple, en droit du travail, vous devez voir si vous voulez compléter par une formation pratique. Mais on a des universitaires chaque année. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les débouchés du conseiller en gestion du personnel? Alors, les débouchés, moi, d'après les profils des personnes que nous avons eues, parce qu'on a aussi eu des personnes qui étaient déjà engagées dans la RH, par exemple, des sociétés d'intérim, qui étaient dans un service du personnel. Sinon, les débouchés, oui, je les vois très bien. Dans les secrétariats sociaux, l'administration salariale, c'est très recherché. Et donc là, je pense que la formation donne quand même une bonne base. Après, les secrétariats sociaux assurent aussi, comme a dit Virginie Laloy, assurent en interne la formation de leur personnel, parce que c'est assez spécifique. Ça, c'est un débouché. Regardez les offres d'emploi, vous verrez que c'est une catégorie dans les RH qui est assez recherchée. Éventuellement aussi dans tout ce qui est la prévention, conseiller en prévention. Nous avons eu un auditeur, un étudiant qui a choisi de compléter sa formation par après dans le domaine de la prévention des risques sur les lieux de travail. Donc, les conseillers en prévention, c'est très recherché actuellement. Sinon, dans les services du personnel des grandes entreprises, on a besoin
d'un personnel administratif qui a de bonnes aptitudes. Il ne faut pas être un spécialiste hyper pointu dans toutes les matières, c'est impossible. Même personne ne peut l'être actuellement. Celui qui prétend ou celle qui prétend cela, je pense, n'aurait pas sa place dans notre formation, parce que c'est assez complexe. Mais il faut avoir quand même de bonnes bases et travailler dans un service du personnel. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans l'année des élections sociales. Je pense que c'est très important que quelqu'un qui travaille dans un service du personnel d'une entreprise qui doit organiser les élections sociales sache au moins ce que c'est que des élections sociales. Il est d'ailleurs fort à parier qu'il se collera à l'organisation des élections sociales. Donc c'est important d'avoir donc cette formation mène à ce type de débouché. Merci beaucoup. Alors une question pour Vinciane Hervers. Est-ce que les étudiants, généralement, suite à une formation en alternance, plus précisément pour les 2 formations d'aujourd'hui, trouvent rapidement du boulot avec leur diplôme de l'EFP? Alors, c'est toujours un petit peu compliqué pour nous, de répondre à cette question. Je n'ai pas beaucoup de recul par rapport à la formation employée administrative, puisque cette année, nous terminons la première année de formation. Donc, voilà, je ne sais pas si Soumaya a plus d'infos que moi par rapport aux éventuels contrats qui déboucheraient d'un contrat de stage, parce que la plupart du temps, nos étudiants, évidemment, retrouvent souvent un job en fonction effectivement d'un stage rémunéré qu'ils auraient effectué, et si le patron est satisfait, parfois évidemment ça débouche sur un vrai CDI. Donc là, par rapport au employé administratif, c'est un peu compliqué. Et conseiller gestion du personnel, voilà, j'ai pas de recul non plus pour pouvoir le dire, mais en règle générale, je veux dire, dans tous les métiers de l'EFP, pour moi, le fait de s'investir dans un stage en alternance et d'acquérir des compétences à la fois professionnelles, mais aussi des compétences de savoir-être et des compétences qui sont liées à l'activité d'un emploi. Je pense que vraiment, ça, c'est un plus pour rechercher un emploi et en tout cas avoir quelque chose à mettre dans le CV qui puisse attirer l'attention des futurs employeurs. Merci beaucoup, Vinciane. Alors, je passe la parole à Virginie Laloy qui m'a fait un signe de la main. Virginie, je t'en prie. Oui, je voudrais justement profiter de ce que Vinciane disait pour dire, dans la classe, on n'est pas une grande classe parce que c'est la première année que l'option est ouverte, mais j'ai 2 élèves qui sont en stage et qui sont pratiquement sûrs d'être engagés en CDI parce que au début de leur stage, c'est un petit peu ce qui est ressorti, c'était dans un but d'engagement, et il y en a une qui m'a fait un petit feedback sur son stage. Elle est vraiment déjà mise très très fort et très très impliquée dans son job. Les patrons lui font vraiment confiance. Donc encore une fois, plus vous allez montrer votre motivation et votre aptitude à en vouloir, eh bien on va vous faire confiance de toute façon. Donc ça peut être une porte ouverte vers un contrat. Super, merci. Alors Soumaya, je reviens vers toi concernant les stages. Donc on est bien d'accord que le stage employé administratif est obligatoire. Nous avons une personne qui nous demande si c'est déjà possible de s'entraîner avant de commencer la formation. Donc en gros, est-ce qu'on peut déjà avancer dans des démarches envers un stage avant de commencer la formation? Le stage peut débuter après l'inscription. Avant l'inscription, il ne peut pas débuter, évidemment. Par contre, ce que la personne pourrait faire en attendant de s'inscrire, c'est peut-être s'entraîner au niveau des cours de langue, du néerlandais, de l'anglais, au niveau, je sais pas moi, de la dactylographie, etc. Donc ça, je pense que c'est important. Mais au niveau du stage, malheureusement, on ne peut pas commencer tant qu'il n'y a pas d'inscription. Mais par contre, une fois que la personne est inscrite, elle peut revenir vers nous et ça peut aller très vite, hein. Mais voilà, je dirais que autant ne pas perdre de temps et peut-être de s'entraîner, parce que les langues sont importantes dans ce métier-là. La dactylo, par exemple, est importante, ça a été dit.
Mais voilà, donc j'invite vraiment les stagiaires à s'entraîner au niveau vraiment des cours de néerlandais, d'anglais. Et les choses se feront petit à petit. Donc, on commence par l'inscription et puis après, on fera le stage et ça peut aller très vite. Merci beaucoup, Somaya. Encore une question pour toi et puis je vais clôturer le workshop parce qu'on a déjà dépassé le temps. Donc, la question, c'est est-ce que le stage donne-t-il ou laisse-t-il les droits au chômage? Donc, la relation entre stage et droit au chômage. Alors, il faut savoir qui est inscrite, donc qui est demandeur d'emploi avec allocation de chômage. Ici, en l'occurrence, pour la formation en paie administrative, le stage est obligatoire. Donc, c'est un stage qui est rémunéré. Donc, la personne va se retrouver avec une allocation de chômage et une allocation de stage. Donc, il y a des démarches à faire au préalable. Donc, j'invite les stagiaires qui sont dans ce cas à prendre contact avec le syndicat. Et leur expliquer la situation, disons voilà, qu'ils sont demandeurs d'emploi et qu'ils envisagent de suivre une formation à l'EFP avec un stage qui est rémunéré. Parce que toute personne qui est demandeur d'emploi doit rester disponible sur le marché de l'emploi. Et donc, il y a des dispenses à faire via des documents, des formulaires que nous devons compléter. Mais donc, dans un premier temps, j'invite le stagiaire à prendre contact avec le syndicat. Et par la suite, évidemment, de prendre contact avec nous pour faire compléter les documents et continuer la suite. Mais effectivement, oui, c'est tout à fait possible de effectuer un stage rémunéré tout en étant… mais après, la décision ne nous revient pas, de toute façon. Donc, voilà. Nous, on peut donner… Somaya. Je te coupe rapidement parce que j'ai une question pour Vincent Hervers concernant les diplômes et est-ce qu'un diplôme est valable? Donc, on est bien d'accord, il est valable en Belgique, mais est-ce qu'il est également valable à l'étranger, à lettre nationale? C'est très compliqué de répondre à cette question parce que je pense qu'il faudra voir. Enfin, pour moi, ce ne sont pas des métiers qui sont liés à une réglementation. Enfin, il n'y a pas un accès au métier. Après, les réglementations d'un pays à l'autre sont différentes. Donc, c'est vraiment, il faut se renseigner dans le pays qui accueillerait la personne pour voir si le diplôme est valide ou pas. Voilà la réponse que je ferai. C'est très bien. Je ne peux pas répondre plus que ça. C'est très bien. Et du coup, je vous propose de clôturer le workshop sur cette dernière question. Et donc, voilà, il y a 2-3 questions auxquelles on a peu l'occasion de répondre. Pas d'inquiétude, vous voyez à l'écran qu'il y a toujours moyen de contacter, de poser vos questions via notre équipe de l'Info Accueil. Donc, n'hésitez pas à soit envoyer un mail à info@efp.be ou à téléphoner au numéro gratuit 0800 85 210. Alors, arrivé au terme de notre workshop, je voulais remercier nos 2 intervenants d'aujourd'hui. Un grand merci à M. Jacquemin et à Mme Laloy d'avoir pris le temps d'expliquer leur métier, d'avoir répondu aux questions des participants. Un tout grand merci à Vincent Hervers, à Sylvain Masson pour toutes leurs réponses concernant les questions relatives aux formations. Un merci tout particulier à Christophe Livens qui m'a hyper bien relayé, qui a pu répondre à un maximum de questions dans le chat. Un tout grand merci à lui. Et alors, un grand merci à Soumaya Trifi pour sa présence et toutes les réponses aux questions concernant les stages. Donc, il vous reste des questions, pas d'inquiétude. Vous nous contactez soit par mail, soit par téléphone et on se fera un plaisir d'y répondre. Un tout grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je n'ai pas fait le